Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité, ce jeudi, cet exercice militaire ce matin à Lomé, dans le quartier administratif, à l'hôtel de Février. Nos forces de l'ordre de sécurité mobilisées dans la gestion d'une éventuelle crise en milieu urbain. La simulation s'est déroulée en présence du chef de l'État. Mobilisés aussi professionnels, présidents et producteurs agricoles, le secteur est en quête d'un nouvel élan dans le processus de relance et de redynamisation des chambres d'agriculture. Le PENIANSA reste le cadre. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. Mobiliser enfin 3 entités en faveur des personnes en situation de handicap. La NVT, Christophe Blandon Michine et le RATEF veulent œuvrer ensemble pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Une convention tripartite les lie désormais, et ce depuis cet après-midi. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Le Ghana a frappé de nouveau par un drame, aussitôt appris et pris de compassion. Le chef de l'État écrit le message qui suit à son homologue ghanéen. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une vive consternation la nouvelle du tragique accident de circulation survenu mercredi soir entre Tamale et Accra, occasionnant la mort d'au moins 53 personnes ainsi que de nombreux blessés. Le peuple togolais est profondément affecté par ce lourd bilan et je tiens, face à une telle épreuve, à vous adresser au nom de mes compatriotes et du gouvernement togolais mes plus sincères condoléances et à vous témoigner tout mon soutien ainsi que ma compassion. En ces circonstances douloureuses, nos premières pensées, nos prières vont vers les familles des victimes. Je vous serai gré à cet égard de bien vouloir apporter aux familles éplorées le message de soutien, de solidarité de l'ensemble des Togolais. Je vous prie par la même occasion de transmettre nos vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés. Puissiez-vous trouver dans le message fraternel que je vous adresse en ces heures tragiques l'expression renouvelée de la solidarité profonde du peuple togolais qui partage avec la nation ghanéenne endeuillée une grande proximité nourrie par une longue amitié, des liens familiaux étroits qui transcendent les frontières, en particulier dans les épreuves. En vous renouvelant tout mon soutien et ma compassion ainsi que ceux de mes concitoyens, je vous prie, Monsieur le Président et chers frères, de croire en l'assurance de ma sympathie attristée et de ma très haute considération. Message du président Fornia Simbi adressé donc à son homologue ghanéen frappé donc par ce drame. Cela dit, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi à la présidence de la République. Je ne vous en dis pas plus. Voici le compte rendu avec le ministre Guimadji Lorenzo. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 18 février 2016 au palais de la présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un décret et écouté 2 communications et des divers. Le décret pris par le Conseil porte application de la loi numéro 2012-016 du 14 décembre 2012, modifiée par la loi numéro 2015-011 du 2 décembre 2015. Il précise les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office togolais des recettes, OTR, créé par la loi de 2012 précitée. Il précise également les attributions des organes de supervision de l'OTR, à savoir le conseil de surveillance et le conseil d'administration, ainsi que les organes de gestion. Le nombre de membres du conseil de surveillance est fixé à 3 pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. La première communication suivie par le Conseil porte sur les budgets, programmes et les réformes administratives engagées par l'État dans les mois à venir. Ces réformes résultent des directives de l'UEMOA qui ont été intégrées dans le corpus juridique national. Elles induisent un changement notable
dans la gestion du budget de l'État qui ne sera plus voté par service administratif, mais plutôt par programme et par dotation. La nouvelle approche est rendue nécessaire par la gestion axée sur les résultats prônés par l'UEMOA. Ainsi, chaque institution et ministère pourra élaborer et faire adopter 2 à 6 programmes au maximum. Le budget programme permet donc de rapprocher les ressources sollicitées des résultats à réaliser par chaque ministère ou institution et une meilleure appréciation des dépenses publiques à budgétiser. L'adoption de cette méthodologie entraîne des changements dans le mode de gestion de l'administration publique. Par exemple, le ministre ou le président d'une institution devient l'ordonnateur principal des crédits de son budget et un nouvel acteur apparaît dans le processus, à savoir le responsable de programme. Ce dernier détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés de la mise en œuvre du programme. Il s'assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion. Pour assurer l'efficacité de la réforme, le Conseil a instruit le ministère chargé de l'économie et des finances de réfléchir sur la nouvelle organisation des ministères et institutions afin que ceux-ci soient formés et prêts pour la mise en œuvre de la réforme. Enfin, le Conseil a suivi une communication relative à la prise en compte des amendements faits par le Conseil lors de l'examen de l'avant-projet de loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le Conseil se félicite de cette prise en compte qui permet l'adoption de l'avant-projet de loi, visant à impulser une nouvelle dynamique dans la gestion de l'enseignement supérieur dans notre pays. Au titre divers, il a été rendu compte au Conseil des résultats du congrès électif de la Fédération togolaise de football du 13 février 2016. La FTF est désormais dotée d'un nouveau comité exécutif présidé par le lieutenant-colonel Guy Apovi. Le Conseil a félicité tous les intervenants, notamment le ministère des Sports et le comité de normalisation, pour le travail accompli et a souhaité que notre sport roi retrouve sa place rapidement sur l'échiquier national et international. Un point à date a également été fait au Conseil concernant l'épidémie de méningite qui sévit dans notre pays. À ce jour, nous déplorons 417 cas, dont 29 décès. Il a été constaté, malheureusement, une extension de l'épidémie dans la région centrale, 38 cas dont 2 décès, et dans la région des Savanes, 43 cas avec 3 décès. Dans les prochains jours, des opérations massives de vaccination des populations dans les zones touchées vont compléter l'ensemble des mesures entreprises. Ces actions du gouvernement sont soutenues par nos partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, l'UNICEF et l'ICG, que le Conseil a tenu à féliciter pour leur engagement. Enfin, la collecte des données du programme d'urgence du développement communautaire PUDC, débuté dans les régions de l'intérieur, se poursuit dans la région maritime. D'ores et déjà, on peut noter une participation massive des populations à cet exercice qui donnera lieu à une cartographie précise des besoins prioritaires des populations en vue d'apporter les solutions les plus adaptées aux préoccupations exprimées. Fait à Lomé le 18 février 2016, le Conseil des ministres. Et voilà le compte rendu donc du Conseil des ministres tenu donc ce jour. À noter dans la
foulée, ce message de félicitations du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue gambien, Dr Yaya Jammeh, président de la République de Gambie, qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse sa fête nationale. À l'occasion, le président de la République écrit ce qui suit, je cite: « Il me plaît particulièrement de saisir l'heureuse opportunité qu'offre ce jour solennel pour votre pays, pour vous souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix, de concorde nationale et de prospérité continue au peuple gambien. Puissent nos efforts communs contribuer au renforcement des relations d'amitié, de solidarité, de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et à la promotion de l'intégration pour une Afrique unie et prospère. » Fin de citation. Quartier administratif bouclé, force de l'ordre et de sécurité déployée, un grand dispositif. L'armée togolaise teste le degré opérationnel de ses éléments dans la gestion d'une crise urbaine. La simulation s'est déroulée ce matin devant le chef de l'État à l'hôtel de février, Adolphe Paka. Entraînement des forces armées togolaises. Dans le contexte de la refondation des FAT, l'état-major général, sur instruction du président de la République, chef des armées, a initié cet exercice urbain en vue de permettre aux forces de défense et de sécurité de prendre une posture vigilante au regard de l'environnement sécuritaire qui prévaut dans la sous-région. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a fait du défi sécuritaire un axe essentiel dans la construction et la préservation de la paix et de la sécurité au Togo et dans la sous-région, a suivi personnellement le déroulement des opérations. Cet exercice va permettre au commandement de tester le degré opérationnel de nos forces dans la gestion de crise qui peut survenir en milieu urbain. Selon le scénario élaboré, 3 terroristes lourdement armés ont tenté une entrée forcée dans la Radisson Bleu au tête de février. Le chef d'état-major général des FAT est alerté et il ordonne la riposte, activant les éléments de défense. L'opération dure 30 minutes. Les 3 assaillants ont été repoussés puis neutralisés par les commandos spécialisés. La situation est donc vite maîtrisée et les blessés sont rapidement évacués à l'antenne médico-chirurgicale et de prise en charge psychologique de l'ESSAL pour les premiers soins avant leur transfert au centre hospitalier universitaire. Le commandement se félicite de la réussite parfaite de l'exercice et tient à féliciter la population de Lomé pour sa compréhension. Dénommé Bouclier étanche 2016, cette opération s'est déroulée entre les différentes entités des forces de défense et de sécurité, ce qui n'a pas empêché les populations de vaquer librement à leurs occupations. Et voilà, l'armée togolaise renforcée par ailleurs dans ses dispositifs, père, vous allez le voir, c'est important, l'eau d'équipement médical, de laboratoire et de bureau est réceptionné ce matin donc du département de la défense des États-Unis. Le coût, 500 millions de francs CFA déboursés en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. Chassim Napaka. Ce lot d'équipement médical est un don du département de la défense des États-Unis. Un don qui s'inscrit dans le contexte du programme de prévention au VIH-Sida. Évalué à plus de 500 millions de francs CFA, ce matériel est destiné à renforcer les services de santé des armées togolaises dans la prise en charge de nouvelles exigences en matière de prévention, de dépistage, de soins aux personnes vivant avec le VIH-Sida et des maladies opportunistes. En remettant le don, l'ambassadeur des États-Unis au Togo
a réaffirmé la volonté de son pays à accompagner le Togo dans les prestations de soins de qualité aux forces armées togolaises. Le Togo, c'est un partenaire très important pour les États-Unis pour assurer la sécurité en Afrique. Le Togo fait beaucoup de déploiements dans les missions de maintien de paix en Afrique et aussi dans le domaine de la sécurité maritime. Donc nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de soutenir les efforts des autorités pour assurer la santé du personnel des forces armées togolaises pour qu'ils puissent être prêts à déployer à tout moment parce que les États-Unis vraiment comptent sur le Togo comme un partenaire très solide dans le domaine de la sécurité. La prévalence du VIH-Sida compromet l'état de préparation des troupes et peut même empêcher le pays de déployer des contingents dans des opérations de défense et de maintien de la paix. C'est dans ce sens que le colonel Adjitoou Komlan, représentant du chef d'état-major général des forces armées togolaises, a salué ce geste, fruit du partenariat entre les États-Unis et le Togo. Au nom de l'amitié qui nous lie, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que je vais faire le devoir de vous exprimer notre gratitude pour ce don précieux. Je vous prie donc d'être rassurés du bon usage que nos techniciens feront de tous ces matériaux. La coopération dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida entre les États-Unis et le Togo a contribué à la réduction drastique de la séroprévalence au sein des forces armées togolaises qui est passée de 13,7% en 2002 à 3,7% en 2014. L'objectif à l'horizon 2030 est d'atteindre un taux de 0%. Énergie, santé, éducation, entre autres, les besoins de la population s'expriment en urgence. Le PUDC, lancé par le chef de l'État, collecte les données. Les choix prioritaires à la base sont recensés. Le cas ce matin dans les cantons de Baie et d'Amada-Romé. Opération sous l'encadrement du ANADEB, l'Agence nationale de développement. À la base, le compte rendu de Erdold Kilifou. Avec le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, l'État donne l'opportunité aux communautés elles-mêmes d'identifier les besoins prioritaires à financer dans leur localité. À Amada-Romé et au centre communautaire de Baie, des groupes de travail se sont organisés à cet effet autour des thématiques comme l'énergie, l'hydraulique, l'assainissement, la santé, l'éducation et l'agriculture. L'exercice s'est déroulé sous la supervision de l'Agence nationale de développement à la base, ANADEB. Aujourd'hui, c'est une démarche formidable qui met en liaison les bénéficiaires, c'est-à-dire la population et les structures gouvernementales. C'est une très bonne chose et ça permet justement aux populations de préciser les besoins prioritaires qui sont les leurs. Si vous rentrez dans nos communautés, souvent les gens croient que nous qui sommes dans la périphérie urbaine, nous n'avons pas de sérieux problèmes, alors que c'est le contraire. Donc nous saluons ce programme de développement urgent pour nos communautés. Au dernier jour de cette phase de collecte des données dans la préfecture du Golfe, le préfet Kofi Melebou, qui a visité les différentes localités, a invité les populations respectives à s'accorder sur les besoins réels à réaliser d'urgence. Entre une école, une piste rurale, un centre de santé et un forage, les populations doivent être capables de dire dans l'immédiat, voici notre besoin. Pour que d'une façon progressive, le gouvernement puisse réaliser son programme d'urgence. Les interventions de l'État dans l'exécution du PUDC devront permettre de réduire de façon significative la pauvreté.
La Chambre d'agriculture en quête de nouvel élan professionnel, président de fêtiers, producteurs veulent susciter l'adhésion de l'ensemble des leaders producteurs agricoles. Objectif relancer et redynamiser les chambres d'agriculture dans l'exécution de PENIANSA. Eric Djanipo, Medina Bata Salami. Les chambres régionales d'agriculture du Togo ont été créées et mises en place en 1998. Elles avaient pour rôle de représenter les intérêts professionnels agricoles auprès des pouvoirs publics et autres partenaires, participer à l'organisation et à la structuration de la profession agricole et aussi à la formation des producteurs. Malgré ces cahiers de charges bien définis, ces chambres sont restées en deçà des attentes. Mais fort heureusement, des programmes et projets de relance du secteur agricole veulent les rendre mieux fonctionnels et plus efficaces. Raison pour laquelle une nouvelle loi qui tient compte de la nouvelle donne est adoptée en 2011. C'est pour s'approprier vraiment le contenu de cette nouvelle loi et puis élaborer ensemble une stratégie pour mener un plaidoyer auprès de l'autorité pour la signature de la prise d'un décret d'application de cette nouvelle loi. Donc, ce qui nous permettra de parler d'une vive voix unique des préoccupations de nos producteurs. Ces responsables producteurs agricoles et des fêtières auront donc à élaborer une stratégie commune en vue de l'obtention du décret. Les chambres régionales de l'agriculture pourront ainsi jouer leur rôle et relever les enjeux et défis qui s'imposent au secteur agricole. De leur côté, les transporteurs veulent se donner plus de poids. Ils se mettent en coopérative. À l'étude ce matin, les tests juridiques qui vont désormais régir le secteur et définir les objectifs. Emmanuel Adjaglo, Charlotte Moussimi. Le secteur des transports représente 7% du PIB national et le gouvernement est résolument engagé à en faire un levier du développement économique. Dans cette logique, d'importantes réformes ont été entreprises avec à la clé des réalisations dans ce secteur. Aujourd'hui, une nouvelle page de l'histoire du transport routier s'ouvre avec la mise en place de la coopérative nationale des transporteurs routiers. Elle vient aider les acteurs à professionnaliser le secteur. Les institutions financières n'arrivent pas à financer les transports individuellement. C'est un métier à haut risque. En coopérative, on peut se soutenir et renouveler nos parcs et même en cas de question, on peut se soutenir pour pouvoir venir à bout de nos dépenses. La CNATROT, une entité indépendante dotée d'un conseil d'administration, d'un comité de surveillance et d'un bureau exécutif élu pour un mandat de 4 ans. La coopérative présente des avantages aux adhérents. Les coopérateurs vont participer à la reconstitution des fonds qui vont servir de caution pour l'achat des véhicules. À ce niveau, les possibilités vont varier selon la capacité de chaque membre et les dividendes reviendront aux membres conformément au nombre de parts sociales détenues. Le ministre en charge des Transports a réitéré le soutien et l'accompagnement du gouvernement à la coopérative. Il a aussi invité les transporteurs à plus d'engagement et de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Le président de la République nous a instruit de réfléchir pour vous aider, pour vous accompagner, à vous professionnaliser. Tout se modernise dans notre pays aujourd'hui. Pourquoi la profession de transport ne peut pas être modernisée, être professionnalisée? L'activité transport doit se faire par des personnes qui connaissent le métier. Une pareille initiative
a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays de la CEDEAO. Le président de la coopérative du Sénégal, invité d'honneur de cette assemblée, partagera avec ses pairs l'expérience de son pays. Une expérience sur laquelle le Togo s'appuiera pour viabiliser sa coopérative, la CNATROT. L'actualité, c'est aussi et déjà le 8 mars, la journée internationale de la femme. Demain n'est certes pas encore la veille, mais les préparatifs, on en parle déjà ce matin lors de cette rencontre autour du thème de l'année droits égaux et opportunités égales pour un Togo émergent d'ici à 2030. Dédé Koussaou, Antoinette Oumaou. Comment gagner le pari de l'égalité des sexes à l'horizon 2030? Le 8 mars, Journée internationale de la femme, sera consacrée cette année à jeter les bases qui doivent permettre de franchir le pas pour l'égalité des sexes. Et pour répondre à cette vision des Nations Unies au plan national, les activités vont se dérouler autour du thème droits égaux et opportunités égales pour un Togo émergent d'ici à 2030. Une préoccupation qui tient compte des réalités du pays et notamment des initiatives prises par les hautes autorités afin d'impliquer les femmes dans le processus de développement du Togo. Le plus souvent, les femmes sont discriminées et ne bénéficient pas, ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux au même titre que les hommes. Donc, c'est pour atteindre cet objectif de 2030 que le Togo a voulu mettre l'accent sur les droits égaux et les opportunités égales entre les hommes et les femmes. Les promoteurs des droits de la femme et le ministère en charge de la promotion de la femme s'engagent à faire de cette journée du 8 mars une réussite. Nous, au Togo, nous avons l'habitude de préparer cette journée de façon participative. C'est toutes les parties prenantes qui se retrouvent pour réfléchir sur les activités à mener au cours de cette journée. Au niveau du ministère, nous avons fait des propositions d'activités, mais avec l'ensemble des partenaires, nous allons les examiner et puis recueillir des propositions afin d'améliorer ce que nous avons prévu dans le cadre de cette journée. Pour l'édition 2016, les Nations Unies ont choisi comme thème Planète 50-50 d'ici 2030. Franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Appelant ainsi chaque État à adopter des politiques et stratégies pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Au Togo, le lancement officiel de la Journée internationale de la femme se fera le 3 mars à Notien et l'apothéose le 8 mars au stade Omnisport de Lomé. Et voilà donc pour la cause des femmes qui s'unissent. Pour la cause des personnes handicapées, unissez-vous aussi. 3 entités viennent de le faire. L'Agence nationale du volontariat du Togo, Christophe Blender Machine et Oratef, Organisation pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées. Une convention matérialise désormais ce partenariat. Les précisions de Robert Potopé avec Rachel Aoukou. Face aux difficultés des personnes handicapées en matière d'accès au travail, 3 partenaires mutualisent leurs énergies pour renverser la tendance. L'Agence nationale du volontariat, Christophe Blandin Méchant, CBM Togo et l'UNATEF, à travers cette convention tripartite, s'engagent à accompagner les personnes handicapées volontaires nationaux dans leur insertion socio-professionnelle. C'est aussi une occasion pour l'ANVT de sensibiliser les structures d'accueil à créer des espaces favorables à l'insertion des personnes handicapées. Voilà un peu le travail que l'ANVT fera avec ses partenaires pour que les personnes handicapées aussi participent au programme de volontariat comme les autres citoyens togolais.
TEF Togo n'est qu'un instrument, un outil au service de l'inclusion des personnes handicapées dans la cité. Et donc, oui, nous allons poursuivre en nous mobilisant, aussi partout où la société vit pour donner les moyens à chacun de comprendre, d'accepter et de vivre avec les personnes handicapées. Mission quasi identique pour CBN Togo, qui de son côté s'occupera plus du volet technique et financier. Nous nous apporterons l'appui technique parce que nous avons la compétence et l'expérience dans l'emploi des personnes handicapées, donc nous pouvons former les entreprises, former les personnes handicapées elles-mêmes pour que cette adaptation professionnelle puisse être effective. La voie est donc balisée pour la formation et l'affectation de ces volontaires dans de meilleures conditions. Et donc, d'ici fin 2016, il est envisagé que 1500 personnes handicapées soient enrôlées par l'Agence nationale de volontariat du Togo. Il est 20h25. L'autre grand rendez-vous de cette édition, c'est avec mon cher Claude Ama. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. On va parler de ces entraîneurs de football en formation pour l'obtention de la licence BCAF. Ils ont reçu hier la visite du ministre des Sports, Guy-Madier Lorenzo. Celui-ci en a profité pour prodiguer de sages conseils à ses encadreurs de la jeunesse venus des différents horizons du territoire national. Des précisions avec Tiempiou Teba. Ces entraîneurs de football en formation depuis le 8 février pour l'obtention de la licence B de la CAF, une quarantaine issue des différents clubs du pays, ne s'y attendait pas. Et voilà le ministre en charge des sports, Guy-Madier Lorenzo, qui les surprend par une visite. Nous sommes venus les soutenir et leur témoigner toute notre admiration et les encourager sur ce qu'ils sont en train de faire. Pour le renouveau de notre football, nous avons besoin d'avoir de bons entraîneurs, de bons coachs. Et ce qui est tout à fait plaisant, c'est que ces entraîneurs se remettent en question en participant à ce type de stage. S'améliorer pour donner le meilleur d'eux-mêmes auprès de nos pratiquants, de nos sportifs. Cette visite, première du genre, a le mérite d'encourager ces encadreurs de la jeunesse togolaise. Nous sommes réconfortés par des mots qui nous encouragent, des mots qui veulent que nous fassions avec le ministre tutelle un bon travail pour que le football progresse au Togo. Le ministre nous a ouvert de nouvelles perspectives pour notre profession. Avant de voir ces nouvelles perspectives s'ouvrir effectivement pour eux, ces entraîneurs de football sont appelés à faire les conseils du ministre et les enseignements reçus au cours du stage. Voilà, les entraîneurs revigorés par cette visite du ministre. On va parler maintenant du handball, du bureau exécutif de la Fédération togolaise de handball, précisément, qui s'est présenté hier au Comité national olympique du Togo. Au menu de la visite, la présentation d'un nouveau membre du bureau exécutif et les grands axes des activités de la dite fédération. Jean-Kofi Ededi. Élu le 14 novembre 2015, le nouveau bureau exécutif de la Fédération togolaise de handball a besoin des apports des instances sportives nationales pour réussir sa mission. C'est ainsi qu'il est allé présenter son programme d'activité saison 2015-2016 au Comité national olympique togolais. On est venu présenter le bureau et nous avons aussi brossé un peu le programme pour ces 4 ans à venir, et notamment le programme assez proche de cette année. Nous avons des engagements au niveau de la CAF, nous avons un tournoi international de la zone 3 de la CAF
qui regroupera 7 pays de la sous-région et que nous organiserons au mois d'août. Nous sommes venus demander le concours du président du comité olympique qui est handballeur et qui fait partie de la CAV. Il est trésorier de la CAV. Nous avons un challenge. Nous avons développé le beach handball et nous avons déjà eu un écho favorable au niveau de la Fédération internationale de handball qui nous envoie un expert le 27 avril. On a 4 jours d'entraînement pour initier nos clubs, nos entraîneurs, former nos entraîneurs et les arbitres pour le beach handball. Le handball école, c'est la deuxième partie de notre programme. C'est ce qu'on a initié Pépihan ou programme 1000 handball pour le Togo. Mais je peux vous assurer que vous aurez cette année le championnat national, quel qu'en soit le cas. Une occasion pour le comité national olympique togolais de convier l'équipe dirigeante du handball au travail bien fait. Ce que le président Dodi Ketemepi et ses collaborateurs doivent mettre en pratique pour rehausser le niveau du handball togolais. Et ce sera tout clos. Oui, c'est tout. Mon très cher Gerson, c'est tout pour la Papa des Sports d'aujourd'hui. Rendez-vous samedi à travers Sport Détente. Merci beaucoup Claude. Allez, on va refermer cette édition sur le jeune Michel. Il est artisan de métier, spécialité décoration. Il est doué pour transformer vos heures à la maison en ornement, les pots, vos chambres et que sais-je encore. Michel L'homme, son talent, portrait signé Augustin Kossi et Miabalo. C'est ici, au marché local, qu'il vient à chaque fois chercher sa matière première, les pots ordinaires. Et une fois de retour dans son atelier, Michel y met sa touche personnelle. L'artiste transpose les inspirations de ses tableaux sur ses jarres pour en faire de véritables objets de décoration en mettant un accent particulier sur l'agencement harmonieux des couleurs. Vous allez remarquer qu'au niveau de mes jarres, ce sont des couleurs qui sont gaies. Donc moi, j'aime la joie, la réussite, la couleur des bâtisseurs. Donc c'est ça. Donc j'aime ce qui brille, ce qui est frappant. Oui, donc ce qui rend la joie. Le plasticien vit depuis plusieurs années de son art. Son expérience, il la partage avec d'autres jeunes qui croient en ce qu'il fait. Une griffe assez singulière qui incarne une certaine originalité de la culture togolaise. Et la décoration que j'ai faite ici, là, c'est le pagne. Et le pagne des tisserands, habituellement appelé loco. Donc c'est africain, quoi. C'est togolais et puis c'est artisanal. Donc c'est ça que j'ai utilisé maintenant pour décorer la jarre là, à ce que quand tu vois ça, tu sens en même temps que tu es en Afrique, quoi. Donc c'est ce qui permet au client d'arriver à acheter, c'est ce qui me permet aussi, à partir de l'affluence du marché, à pouvoir vivre. Florence fait partie des fans de l'artiste. Elle a eu recours à ses œuvres à maintes reprises. Ça, c'est un pot que j'avais acheté à Tchévier, tout nu. Alors j'ai cherché et je suis tombée sur M. Modenou. Il y a 5 ans de ça. Et je lui ai dit à peu près ce que je veux et il m'a fait plus que j'en voulais. Tout le pied, tout posé et il ne m'a pas pris grand chose. Au début, je me suis dit, c'est un jeune artiste, en grandissant, ça va aller. Non, il fait des super choses. Et puis, depuis 5 ans, je ne suis pas déçue. Il m'a fait des beaux tableaux à la maison. Il a décoré aussi un tout petit peu ma salle privée. Plus des pots comme ça. Donc, ça serait génial que le peuple togolais sache qu'au Togo, on a du bon aussi. Michel est convaincu que seul le travail, la compétitivité et l'esprit d'ouverture le feront progresser. Il compte sur des partenariats pour développer son métier. Des foires
et expositions pouvant lui permettre de se frotter au grand nom de l'art plastique pour faire rayonner sa griffe au-delà des frontières du Togo. Voilà, portrait signé Aimé Ebalo, une dernière image avant de refermer définitivement cette édition, cet exercice grandeur nature ce matin dans le quartier administratif de Lomé, bouclé, force de l'ordre et de sécurité déployé un grand dispositif. L'armée togolaise teste le degré opérationnel de ces éléments dans la gestion d'une crise opérationnelle, une simulation qui s'est déroulée ce matin à l'hôtel de février devant le chef de l'État. Très belle soirée à vous. Timbé qui a fait du défi sécurité